La peau de castor, c'est génial. En vrai, avant l'arrivée des matériaux synthétiques modernes, la peau de castor est effectivement super utile. Ça résiste à l'eau, c'est doux, ça vous garde au chaud, et le matériau est plus facile à travailler que les alternatives. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que l'or et les épices, même si c'est franchement moins bien pour les chapeaux, ça vaut aussi quand même vachement plus cher, surtout à l'époque du mercantilisme. Le problème, c'est que les Turcs ont coupé la route de la soie, et l'Europe, avide de poulet au curry, tente de trouver un nouveau chemin vers l'Inde. C'est ce qui motivera le premier voyage de Jacques Cartier en Amérique, sponsorisé par le roi de France, François I. Sauf que bon, spoiler alert, il y a un petit problème sur l'itinéraire, à savoir que l'Amérique est légèrement dans le chemin. Même si on connaît déjà l'existence du continent à l'époque, personne ne se doute de sa taille, et Jacques tentera tant bien que mal de traverser le bout de terre à travers les rivières. Même s'il trouve le décor franchement magnifique, il réalise assez vite qu'il n'arrivera pas à accomplir sa tâche. Après, ce n'est pas complètement un désastre. Il plante une belle grosse croix pour montrer c'est qui le papa, et il se fait même des nouveaux amis, à savoir le chef amérindien Donnacona, qu'il kidnappera ensuite après une légère divergence d'opinion lors de son deuxième voyage. Oups. Après, notre Donnacona, il est plutôt rusé. Pour augmenter ses chances de revoir un jour sa maison, il fait croire au roi et à sa cour qu'une grande quantité d'or et de richesses se cache au Saguenay. On sait aujourd'hui que c'est surtout des perles qu'on trouve au Saguenay. Oh! Je viens de prendre un Pikachu. Michel, on fendra pas les poils de l'anus en quatre. The city is white. Saguenay is a white city. Oh boy. Mais bon, blague à part, même si ça peut paraître un peu cocasse aujourd'hui, il faut pas oublier que quelques années plus tôt, les Espagnols sont devenus une superpuissance mondiale grâce à l'or que Cortés a récupéré des Aztèques en échange de couvertures chaudes et de quelques coups de canon. Donc bon, pour les Européens, l'idée de richesse cachée dans un pays lointain, c'est pas si farfelu que ça en fait. Notre bon François, avide de nouveau Bing Bing, envoie donc ses gens en Amérique pour un troisième voyage. Il enverra d'abord le petit Jacques Cartier, mais cette fois accompagné de Jean-François de la Roque de Roberval pour fonder la première colonie française, qui sera un grandiose échec. La plupart des gens meurent du scorbut en se gelant la nouille en plein hiver. Eh ben oui, turns out qui fait crissement froid au Canada. Mais encore mieux, c'est que quand notre pauvre petit Jacques il rentre à la maison, il réalise que ce n'est pas de l'or et des diamants qu'il a ramené, mais bien de la pyrite et du quartz, qui n'ont aucune valeur. Fallait pas sécher les cours de géo, mon grand champion. C'est un très bel exemple d'un individu taré. Bon, il est porteur d'une tare importante, ce type-là. Bref, la colonisation du Canada commence donc par un échec retentissant. Ça décourage un peu tout le monde et la France laisse l'Amérique plus ou moins tranquille pendant un moment. Après quelques autres tentatives, qui finissent tous par une mort atroce durant des hivers trop froids, Samuel de Champlain arrive pour fonder Québec qui tient à peu près debout. Il faudra cependant attendre l'aide du capitalisme pour que commencent les choses sérieuses. Parce que bon, malgré le fait que le Canada est considéré comme un enfer glacial, à juste titre puis-je le rajouter, notre bon François commence à être vraiment jaloux des colonies anglaises. Mais les premiers investissements ont déjà ruiné la couronne qui commence à devenir un peu radin. Le gouvernement décide donc de créer un partenariat public-privé avec la Compagnie des 100 associés. Pour faire simple, la compagnie va transporter le monde et les ressources de l'autre côté de l'Atlantique, garder tous les profits de la traite des fourrures pendant 15 ans, et en échange, le roi va pouvoir mettre un beau petit drapeau sur un bonhomme de neige. Parce que oui, même dans le temps, les PPP, c'était de la chenoute. Ce plan se traduira par un autre échec, en partie parce que, comme à leurs bonnes habitudes, la France et l'Angleterre sont encore en guerre. Les premiers bateaux transportant les colons seront interceptés par les British et ces derniers capturent même Québec pendant le conflit. La ville finira cependant par être relâchée sur une technicalité, à savoir que la guerre était déjà finie avant la capture. Ils avaient juste pas reçu le mémo. On avance un peu dans le temps et, oh surprise, il s'avère qu'une compagnie uniquement motivée par le profit, c'était pas la meilleure chose pour créer une société. Le nouveau roi, Louis XIV, fait le constat et décide de prendre le contrôle. Mais où était le problème? Plusieurs. Vu que les femmes n'ont pas le droit de travailler à l'époque et qu'elles sont considérées comme un fardeau, désolé mesdemoiselles, c'est pas moi, c'est le livre d'histoire, on dénombre environ 16 hommes pour une femme. La colonie est donc composée à 94% d'hommes. Je vous laisse à votre imagination. En plus de cela, considérant que les locaux font la plus grande partie du travail, la colonie en fait c'est 3 bouts de bois juste assez larges pour contenir les fourrures qui sont renvoyées en Europe. Autre petit problème, les Premières Nations ne sont pas toutes charmées par l'arrivée de l'homme blanc. Et dû à certaines décisions diplomatiques, certains d'entre eux aimeraient bien avoir un scalp de français à afficher dans leur salon. Les conditions sont donc déplorables. La population est minuscule, presque uniquement composée d'hommes, l'infrastructure n'est pas fameuse, et certains des locaux tentent de vous tuer. Ajoutez à cela les hivers brutaux et vous avez la destination vacances parfaite. Et c'est encore mieux pour y vivre. Mais notre bon roi Louis XIV ne se laisse pas abattre. Vu que c'est dur de bâtir une famille qu'avec ses bros, le roi interdit le dicton Bros before hoes et envoie toutes les prostituées de France en Amérique.
Bon, je rigole qu'à moitié. Le roi envoie à ses frais énormément de jeunes célibataires en Amérique qui, selon la légende, seraient pour la plupart des prostituées. Il leur promet une vie meilleure avec un mari et des terres en payant leur dot. Ce bon vieux concept selon lequel il fallait payer pour se débarrasser de sa fille. Un frais que plusieurs familles plus pauvres n'arrivaient pas à payer. Nous appellerons donc ces mesdemoiselles les filles du roi. Et bien qu'elles n'ont pas le sang bleu, elles viennent tout de même soulager les Blue Balls collectifs du Canada. Peut-on qualifier le roi Louis XIV comme étant le plus grand pimp de tous les temps? En fait, il paraîtrait que cette histoire de prostituée soit en fait un mythe, inventé par des gros bourgeois un peu dédaigneux, et que la plupart des jeunes demoiselles étaient seulement des filles de familles plus démunies. Mais ne laissez jamais les faits venir entraver une bonne histoire et 2-3 blagues dégueulasses. Plus techniquement, c'est le père qui payait la dot. Donc on peut tout de même caller Louis XIV comme étant le plus grand daddy de tous les temps. Rare. Pour la sécurité de sa colonie, le roi enverra un bataillon complet pour pacifier les indigènes. Oui, je sais, ça sonne horrible dit comme ça, mais bon, encore une fois, c'est pas moi qui écris les livres d'histoire. Pour le manque de main-d'œuvre, il met en place le système des engagés. Pour faire simple, le système où un professionnel devenait un esclave pendant 3 ans. En échange, on vous payait la traversée, une certaine somme à la fin de votre contrat, et vous étiez libre d'acheter des terres si vous en aviez les moyens. C'était pas nécessairement le deal du siècle, mais ça a plutôt bien marché. Et t'as des comptes? Même si ces moyens peuvent être aujourd'hui de nature éthiquement discutable, c'est grâce à ces réformes et bien d'autres que le Canada commence enfin à grandir à un rythme respectable. Après plusieurs années de tumulte, Québec semble avoir un avenir radieux. Et même si les hivers sont toujours aussi froids, au moins maintenant, ils seront passés en de bonnes compagnies. Cependant, comme vous le savez probablement, l'histoire du Québec ne s'arrête pas là. Mais ça, c'est une autre histoire, qui sera contée une autre fois. Et voici qui conclut ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. C'est un peu le pilote d'une série qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Si vous avez aimé, droppez un like, ça fait toujours plaisir. Si vous pouvez, faites un petit share, ça aide beaucoup. Et sur ce, on se retrouve dans les commentaires pour une discussion des plus civilisées. À bientôt tout le monde. Ciao ciao.